Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un sensibilisateur, analyste environnemental, à qui je m'avais dit bonjour. Bonjour monsieur. Alors, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, je vous connais, vous pouvez vous présenter auprès des publics qui vous suivent. Bon, la présentation, on l'avait déjà faite. Mon nom est Bertin Bouya, je suis sensibilisateur et analyste environnemental. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus particulier. Nous allons parler de la biodiversité de la RDC. Alors, sans plus tarder, monsieur Bertin, quelle analyse faites-vous de la biodiversité de la RDC? Bon, l'analyse, généralement, lorsqu'il s'agit des environnementalistes ou écologistes, nous nous plaignons toujours que la biodiversité, bon, en fait, il y a beaucoup de constats, d'autres qui sont amers, mais il y a aussi des points positifs. Mais avant d'entrer en profondeur, je dirais que c'est pour moi un honneur étant Congolais de me retrouver dans un pays où il y a une grande biodiversité. Nous sommes la deuxième puissance au monde sur le plan biodiversité, quel que soit ce que l'on peut dire. Je crois que pour l'instant, ce qui a été détruit est détruit, ce qui est là, et le reste est à venir. Alors, quel problème qui vous préoccupe le plus au sujet de la biodiversité congolaise? Les problèmes qui me préoccupent presque tout le monde qui s'intéresse à la biodiversité. Le premier d'abord est que la biodiversité congolaise est menacée. Menacée par quoi? Par les braconnages. Nous avons des braconnages presque dans beaucoup de parcs aujourd'hui. La biodiversité est menacée par la destruction des habitats de cette biodiversité, par la déforestation, ou notamment par la carbonisation, donc la production de charbon de bois. La biodiversité est menacée par le fait des brousses qui ne sont pas réglementées ou structurées. Et ce sont là quelques points qui m'intéressent le plus. Il y en a un autre point, c'est que la biodiversité de notre pays n'est pas valorisée. Quand je parle de la valorisation, c'est sur le plan écotouristique. Parce que quand une espèce génère des finances dans l'économie du pays, elle profite d'une haute protection. Et quand cette espèce est protégée du fait qu'elle génère de revenus sur le plan écotouristique, en même temps, elle est garantie, elle est protégée, elle peut être pérenne. Donc, c'est quelques constats qui me préoccupent personnellement par rapport à la menace ou à l'extinction de certaines espèces de notre pays, dont en particulier la biodiversité. En fait. Vous avez parlé des menaces. Maintenant que le président de la République est aussi président de l'Union africaine, alors quelles sont les opportunités que peut s'offrir la RDC sur le plan environnemental? Bon, sur le plan environnemental, en général, il y a tant d'opportunités. Mais le tout premier serait celui que je viens de parler. Je peux dire qu'il y a des grandes opportunités. La première, c'est sur le plan écotouristique. Vous savez, notre pays, c'est un grand potentiel. Si vous voyez les pays qui se font des millions par année à cause de l'écotourisme, comme l'Afrique du Sud, le Kenya et tant d'autres pays à travers le monde, même à l'étranger, ce sont des pays qui ne peuvent pas égaler avec la biodiversité de notre pays, simplement. Parce que le problème environnemental est inclusif. On ne peut pas toucher l'environnement sans voir les sociales, sans voir l'économie. Et pour moi, la véritable manière de protéger l'environnement, c'est de faire de l'environnement une opportunité de développement, une opportunité du changement des conditions de vie des citoyens. Lorsque le président de la République jouira de son influence sur le plan africain, de faire la négociation de la paix surtout. La paix ou une certaine imposition de la paix parce que beaucoup des provinces dans lesquelles on trouve des espèces attractives sur le plan écotouristique sont menacées par rapport aux rébellions et les touristes hésitent de venir dans ces provinces pour visiter. Et je crois que lui, en tête de l'Union africaine, il pourrait négocier la paix dans ces provinces-là et pouvoir attirer les investissements sur le plan écotouristique. Le deuxième point qu'il devrait faire pour moi, c'est mettre en place une politique africaine dans la gestion de l'environnement. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si la politique existe, mais s'il n'existe pas, on devrait. Ça, c'est ma proposition. Vous savez, pour moi, c'est injuste. Lorsque, sur le plan continental, les continents africains ne polluent pas plus que les autres continents. Et d'ailleurs, c'est l'un des continents les moins polluants du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, on voit l'Afrique. Il y a des forêts qui ne doivent pas couper pour séquestrer les carbones et lutter contre le réchauffement climatique. Et sur la liste des pays les plus pauvres au monde, on trouve les Africains. On trouve les grands Congo, les deuxièmes poumons du monde. Pour moi, je dirais que l'Afrique devait définir
une politique au travers de l'Union africaine, une politique qui consisterait à protéger l'environnement, mais aussi à s'occuper des sociales des populations. Les gens qui sont vraiment centrés dans la protection de l'environnement ne peuvent pas manquer des bonnes conditions de scolarisation, des bonnes conditions de soins de santé, ne peuvent pas manquer des infrastructures viables, des logements, des routes. Et c'est ce que nous voyons. Ceux qui polluent, qui sont les coupables, sont en train de se développer, ils vivent dans de bonnes conditions et nous qui conservons, nous continuons à être pauvres. C'est pour cette raison que j'ai dit, si l'Afrique, au travers du président Félix-Antoine Tshisekedi, définirait des méthodes de protéger l'environnement ou d'exploiter rationnellement nos ressources, par exemple en industrialisant le secteur forestier. Donc l'Afrique produit ses arbres, en fait ses bois, il les transforme en biens et en meubles, il crée de l'emploi par ses ressources, mais tout en gérant bien l'environnement. Je pense que ça résolverait les problèmes au lieu de toujours attendre les financements qui viennent d'ailleurs, alors que ce financement n'est pas du tout effectif et les populations continuent à mourir de faim, des maladies et d'autres fléaux qui pourraient être compensés par l'exploitation de ressources que l'on nous interdit parce que ce sont des patrimoines mondiaux. Je pense que ce sont des grands champs que le président devrait miser de son pouvoir étant en tête de l'Union africaine pour essayer, comme je viens de parler, pour aider le secteur écotouristique de notre pays à évoluer et aussi pour redéfinir ou définir une politique qui pourra mettre l'homme au centre des intérêts, donc l'homme africain, avant de parler effet de serre, réchauffement climatique, biodiversité, etc. C'est l'homme d'abord, parce que s'il faut parler de cet environnement où ce sont les animaux, les Alpes qui sont protégés et les hommes mers, je pense que ça c'est la cruauté, ce n'est pas la protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a une possibilité de sauver 17% de la biodiversité congolaise comme les présidents l'a voulu à l'horizon 2023? 2023, il n'y a que 2 ans qui restent. C'est bien. Moi, je pense qu'avoir de grands objectifs, c'est encourageant. J'encourage ça. Mais sur le plan pratique, je serais d'accord du fait que les présidents poseraient des bases. Parce que lorsqu'on parle de la biodiversité, ce sont des vies qui se développent après 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui s'adaptent. On ne peut pas les résoudre du coup comme si on avait une certaine magie. Je crois que les présidents devraient poser, selon ma compréhension, des bases qui permettront à cette biodiversité de se renouveler, de se régénérer, d'être protégée. Pas forcément en 2023, parce que ça fait allusion à son mandat. Mais je pense qu'au-delà, s'il pose de bonnes fondations, ça peut être possible. Mais restaurer ou protéger toute la biodiversité jusqu'à 2023 pour que l'on la restaure, pour moi, étant de formes de vie qui se développent, qui s'adaptent, ce n'est pas du tout un peu possible. Alors, vous avez parlé des plans. Comme quel genre de plan environnemental qu'on peut mettre? Le plan environnemental, par rapport à ce qui concerne, par exemple, la biodiversité, il faut agir. Agir dans un sens de toucher les personnes les plus intéressées. Je prends l'exemple de la déforestation. Il existe un principe que lorsqu'on coupe un arbre, on en plante 3 autres. Et ces plans-là existent chez nous. Est-ce qu'on agit? C'est un problème. Pour moi, simplement, je ne voudrais pas aller dans les choses complexes. Simplement, s'il y a une application de la loi telle que tu déforestes 1 hectare et tu en reboises 3 autres, pour que demain, le lendemain, tu reviennes sur ce que tu as reboisé pour couper, à ce moment-là, notre environnement sera périn. S'il faut parler sur le plan protection de la biodiversité, chaque jour, nous décrions avec vous la mort des écogardes. Et s'il faut bien les équiper, ajouter l'effectif, promouvoir cette protection-là, ça serait plus important que 100 discours prononcés avec beaucoup d'éloquence. Pour moi, je pense que c'est le temps de passer en action. Et l'action, c'est dans les choses qui sont plus simples. Donc, je pense qu'il n'existe pas aujourd'hui de nouveaux plans qui soient extraordinaires. Tout a été déjà dit, on ne vante pas la roue. Le plus important, c'est que les présidents ou les autorités qui sont responsables en la matière puissent passer en action sur base des textes qu'ils avaient déjà. Alors, parmi les actions, vous également, vous avez prévu vos actions comme la foire sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ça? Bon, la foire, oui, c'est la foire des jeunes pour la biodiversité. C'est d'ailleurs la première édition. Nous nous sommes dit que la jeunesse, c'est l'espoir de la conservation de la biodiversité. Comme d'ailleurs dans notre pays, nous disons que la jeunesse, c'est l'élite de demain. Nous, sur le plan conservation, nous disons que si les jeunes ne se lèvent pas aujourd'hui par rapport à ce qui se passe
ne se lève pas pour réfléchir et projeter les actions à venir pour la protection de notre biodiversité, elle va disparaître. C'est pour cette raison, cette foire qui va commencer du 17 au 23 mai aura plusieurs activités. Notamment, on aura des activités qui vont se passer au jardin zoologique. Ça sera la sensibilisation de la jeunesse parce qu'il faut sensibiliser la jeunesse pour qu'elle comprenne l'importance ou son rôle dans la protection de la biodiversité. Il y aura des conférences par des grandes personnalités qui sont engagées dans la matière. Il y aura des expositions dans les stands parce qu'il y a des structures qui œuvrent dans le secteur de la biodiversité, mais que l'on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Au travers de la foire, ils vont avoir des stands, ils exposent ce qu'ils font pour que la jeunesse congolaise le voie ou carrément les accompagne. Mais nous aurons une autre activité de grande envergure qui va consister à partir à Mwanda, au parc marin de Mangrove, avec quelques centaines de jeunes. Ça sera pour la promotion du tourisme local. Vous savez, même quand je parle du tourisme ou de l'écotourisme, il faut d'abord que les Congolais arrivent à consommer son tourisme avant d'attendre à ce qu'il y ait d'autres personnes d'ailleurs qui viennent visiter. Les Congolais n'ont pas cette culture. Et au travers de la foire, cette activité écotouristique sera en train d'initier la jeunesse congolaise dans l'amour vis-à-vis de l'écotourisme. Et quand les gens seront habitués, nous voyons beaucoup, à l'heure des anniversaires, ils sortent, ils partent dans des lieux, ils achètent des shawarma, des choses, etc. Ils en mangent, c'est bien. Mais je crois qu'avec les temps, avec notre vision des choses, on sera en train de sortir dans son anniversaire vers un site touristique. On visite, c'est l'argent dans le pays, ça crée de l'emploi pour ceux qui travaillent là-bas, ça améliore les conditions de vie des populations locales et c'est très important pour le développement d'un pays comme le nôtre pour la biodiversité. Donc ce sont des grandes activités que nous projetons, mais en soi nous avons des difficultés parce qu'on avait besoin de partenaires qui devraient peut-être nous prendre en charge en ce qui concerne les transports de ces jeunes-là jusque-là. Jusqu'alors, il y a encore un peu de couacs. Je ne sais pas si Environnews pourra nous aider avec des avec des partenaires pour nous prendre en charge en ce qui concerne juste quelques 2 ou 3 bis pour prendre ces jeunes-là à leur retour. Est-ce qu'il y a une condition pour participer? La condition, la première, il faut être jeune et la jeunesse, pour moi, c'est un état d'esprit. Il faut être jeune, engagé pour la biodiversité. Voilà, c'est juste ça les grandes conditions. Le reste, je crois que quand ils seront peut-être dans le groupe ou dedans de l'organisation, ils auront quelques petites dispositions à prendre juste. Mais le plus grand est que tu es jeune, tu es vieux mais jeune dans l'esprit de conservation. Ouais, ce sont là les personnes qui sont attendues pour participer. Ok, nous tendons vers la fin de cette rubrique. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Le dernier mot à ajouter concerne le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement qui va sortir a des défis majeurs environnementaux à relever. Et notamment, je viens de parler, cette fois-ci, si ce que nous parlons sera entendu, cette fois-ci, vous savez, l'environnement devrait être tenu en compte dans tous les ministères. Parce que chaque ministère a une partition à jouer sur le plan environnemental. S'il le faisait bien, ça résolverait beaucoup de problèmes sur l'environnement. De deux, la protection de l'environnement, comme je viens de parler, ne devrait pas être quelque chose à lasser les personnes. Quand on parle d'environnement, tout le monde est fatigué. Non, vous nous interdisez de couper les arbres, quoi que ce soit. Non, non. Il faudrait qu'il y ait une promotion. Ça, c'est personnellement, je parle au ministre de l'Environnement qui sera nommé. Il faudrait qu'il fasse du secteur de l'environnement un secteur de création d'emplois. Un secteur dans lequel, quand on parle environnement, la personne se dit, au travers de l'environnement, je peux améliorer ma condition de vie. Au travers de la protection de la nature, mon pays peut se développer. Et le troisième, c'est la lutte contre l'insalubrité. Cette insalubrité qui engendre de maladies, des inondations, de problèmes. Mais ça semble être négligé. Même quand on parle de l'assainissement ici, je ne vois pas du tout de sérieux dans cela. Je pense que cette fois-ci, il faudrait que les choses soient amplifiées pour que l'on lutte vraiment contre l'insalubrité. Ok, je voudrais marteler sur le fait que vous êtes les coordonnateurs adjoints de cette foire. Ah oui, foire des jeunes pour la biodiversité, oui. Ok, alors déjà, je vous souhaite déjà bonne chance pour cette activité. Merci. Alors, c'est par ici que nous mettons fin à cette rubrique de l'invité de la rédaction. Nous vous disons merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Alors, j'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Je crois que vous m'inviterez. Pour moi, c'est un honneur à Environnews. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors aux téléspectateurs, quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.